15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste sportif, animateur de radio et de télévision français, Alexandre Delperrier, désormais devenu peintre sous le nom d'Arnaud Dumas, et son histoire est tout à fait passionnante et émouvante. Nous allons la découvrir et découvrir aussi notre invité pour la première fois, je crois, sur l'antenne de Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Radio J. Bonjour Alexandre Delperrier. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité. Je vous le dis de façon tout à fait sincère. Je vous l'ai dit en off, mais je le dis à nos auditeurs parce que je ne cache rien ici. Je suis très touchée de vous avoir en face de moi parce qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo très très émouvante de votre parcours, de votre histoire que je connaissais pour le début, mais pas pour ce qui va suivre. Je vous ai laissé un petit commentaire en vous disant que vous êtes le bienvenu. Et puis je connaissais votre attaché de presse et le travail s'est fait comme ça. Mais merci d'avoir accepté l'invitation sincèrement. Merci à vous, ça me fait très plaisir. On va alors tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait, j'ai envie de dire. On va découvrir et donc le début, toujours le début. Alexandre Delperrier, je crois savoir que vous êtes né un 17 novembre. Si les informations que j'ai sont bonnes, dans les années 60. Scorpion, ascendant Scorpion. Oula, c'est corsé. Je ne sais pas. Vous êtes né, je crois, à Bergerac. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu ? Je suis quelqu'un de joyeux, mais je me rends compte en prenant un peu de l'âge et de la bouteille que j'ai été bien trimballé à droite à gauche. Non, moi je me plains pas, hein, je suis pas, il y a bien pire que moi, mais ouais, par moments on est un peu déraciné. Mais ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Après j'ai suivi ma maman, mon papa, mon beau-père, d'une ville à une autre. Et on se rend compte que ouais, on est un peu déraciné et qu'on se fait des amis, puis on ne les a plus. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et puis vous refaites d'autres amis, et puis vous les reperdez, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'était ma vie, c'était comme ça. Et peut-être que je suis devenu ce que j'ai été pendant très longtemps avant de devenir peintre aussi, parce qu'il a fallu que je m'adapte et que je me débrouille. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai compris moi en travaillant votre portrait aujourd'hui. On va le détailler dans un instant. Ce qu'on a l'air d'entendre, c'est que vous avez des parents qui se sont peut-être séparés. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Et que du coup, vous devez vous adapter constamment à chaque évolution de changement de ville, etc. Mais du coup, cela fait de vous quel genre de petit garçon ? Quel caractère vous avez ? Comment vous êtes petit ? Très timide, très réservé, assez seul. Beaucoup à la campagne, dans des endroits un peu retranchés, mais très heureux. J'observais beaucoup la nature, j'attendais les animaux, un peu comme si j'avais des rendez-vous, avec des écureuils, avec des sangliers, avec des choses comme ça. Et je suis retourné récemment avec ma chérie et j'ai été assez bouleversé de comprendre pourquoi aujourd'hui j'aime autant la nature. Parce que, évidemment, la vie est escalée, et on avance, on bagarre, on a des enfants, on travaille, et voilà. Et revenir sur son passé, je trouve que c'est quelque chose d'assez délicieux. Est-ce que vous pensez que finalement, on a beau cheminer, on revient toujours sur nos racines à un moment donné dans notre vie ? Je pense que chacun est comme il est. En tout cas, moi, je suis comme ça, oui. Et moi, j'ai besoin d'y retourner. Plus jeune, vous êtes passionné par le sport et la communication. Vous décidez de vous lancer dans le journalisme en apprenant sur le métier que vous avez eu sur le tas. Vous ne passez pas par une école de journalisme, mais vous faites vos premières armes dans plusieurs médias régionaux. Où est-ce que vous considérez que vous avez le plus appris ? On apprend tout le temps. Et moi, je suis toujours là où on ne m'attend pas et là où je ne pensais pas aller. Donc, on apprend tout le temps. Après... ne pas avoir fait d'études de journalisme, c'est quelque chose que j'ai tué et que j'ai caché pendant jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est vrai ? Oui. Et on me demandait toujours qu'est-ce que tu as fait. Je disais j'ai fait l'IUT de Bordeaux, c'est vrai, mais j'ai fait un IUT de commerce et de communication. Et j'ai appris effectivement sur le tas avec mon stage de fin d'études de mon école de commerce au service des sports à l'époque d'Antenne 2, devenue France 2. Grâce à Sophie Davant ? Grâce à Sophie Davant, parce que son frère était en cours avec moi, et au culot, avec énormément de passion aussi, parce que le sport c'était vraiment mon truc. Je ne ratais pas une émission, je lisais tout. Oui, c'était vraiment
une vraie passion. Et puis, un jour, il y a eu cette opportunité de rencontrer Sophie Davant par son frère, puisqu'elle venait à sa soutenance de mémoire. Et j'ai dit à Sophie, voilà, j'adorerais faire mon stage de fin d'études à Antenne 2. Elle m'a dit, oui, mais enfin, tu fais pas une école de journalisme, c'est compliqué. Et je lui ai dit, donnez-moi juste rendez-vous, dites-moi le bureau où il faut que j'aille, faites-moi rentrer dans les locaux et je me débrouille. Extraordinaire. Vous allez vous faire remarquer très rapidement, notamment dans le domaine du sport. C'est le sentiment que ça donne en tout cas. Vous allez me dire si c'est le cas ou non. Parce que vous avez une capacité d'adaptation, une capacité de commenter l'actualité sportive aussi, avec beaucoup d'énergie et de pédagogie. Et on va le voir, vous allez avoir une carrière extrêmement dense, notamment dans ce domaine, dans la presse écrite, la télévision, la radio. Vous allez travailler, alors je ne vais pas pouvoir tout citer, Alexandre, vous allez me pardonner, mais vous allez travailler en presse écrite pour Direct Sport notamment, avec l'interview Cash, en radio sur Énergie, Chérie FM, vous présentez des flashs d'infos, mais quand même. Et dans le sport sur RMC, dans énormément d'émissions, sur Europe 1, ce qui nous fait un point commun, et dans d'autres endroits où on aurait pu se croiser aussi, comme Goom Radio, où j'ai fait mes premiers pas également. On va vous voir dans beaucoup d'émissions de télévision sur Antenne 2, sur TF1, où on vous découvre notamment, mais c'est très anecdotique, dans Vidéo Gag. Mais il y a eu... Alors tout le monde me parle de Vidéo Gag, je l'ai fait. Vous avez beaucoup marqué, mais vous n'êtes pas resté longtemps. 1 an et demi. C'est ça. Pour moi, c'est l'épisode de ma carrière le plus court. En revanche, on faisait 7 millions de téléspectateurs tous les dimanches et entre 10 et 13 millions sur les primes. Exactement. Donc je comprends que ça ait pu marquer, mais en fait, moi, je trouve que le petit bonhomme déraciné dont on parlait tout à l'heure, ça m'a donné faim. Alors, je pense que j'ai cette curiosité naturelle, mais j'ai toujours faim. Et aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, j'ai une faim, je suis affamé d'art et de création. Alexandre Delperrier, on va en parler dans un instant, mais déjà pour redire à nos auditeurs, vous allez faire une très très longue carrière dans la télévision, dans ce métier, avant de disparaître du petit écran. Pourquoi ? C'est un choix. J'avais une émission de télé en direct, de la radio en direct, et puis j'ai eu cette proposition de Yahoo pour devenir directeur des sports. Et je voyais bien à l'époque qu'on écoutait de moins en moins la télé, de moins en moins la radio. Et à chaque fois, je prenais toujours les décisions en l'évoquant de manière un peu subtile, comme ça, avec mes enfants, en disant « Tiens, tu connais telle radio ? Non. Tiens, tu connais telle émission de télé ? Non. » Et moi, j'avais envie de faire un métier qui correspondait à ce que mes enfants pourraient écouter, voir ou regarder. Et puis, quand cette proposition du digital est arrivée, plein de gens n'ont pas compris, en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer là-bas ?» Et je dois avouer que je suis resté 13 ans, et puis après je suis devenu directeur d'Yahoo France. Et c'était drôle parce que c'est les mêmes personnes qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire là-bas, qui me disaient tiens, tu voudrais pas me faire bosser. Et oui, c'est toujours ça, j'ai envie de dire le hasard ou pas le hasard, mais le retour de bâton. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il n'y a pas de revanche de ma part, donc je ne pense pas que ce soit un retour de bâton, mais... on est dans des métiers qui sont compliqués et moi je me suis rendu compte, et c'est marrant, j'avais un de mes meilleurs amis chez moi ce week-end qui est un grand patron de télé et je lui disais, tu sais, en fait ce qui est formidable, c'est que moi j'ai le sentiment qu'en plus de 35 ans de carrière en télé, en radio, sur le digital, je n'ai fait que la même chose tout le temps. Oui. Sauf que, évidemment, on ne s'adresse pas aux gens de la même manière, donc les formats diffèrent, et en fait, ce n'est que l'expérience utilisateur qui diffère. Alors après, aujourd'hui, c'est sur un téléphone, mais aujourd'hui, ça peut être sur une radio, et en même temps, il y aura des extraits de l'émission d'aujourd'hui sur les réseaux, et ainsi de suite. Mais aussi, vous sentez le vent tourner parce que notre métier évolue. Alexandre Delperrier, donc les réseaux sociaux, ça a commencé à se développer à ce moment-là, Internet aussi. Donc vous vous y êtes pris assez tôt. Mais il faut dire aussi qu'en parallèle, vous allez vivre des drames. Et c'est en parallèle, avant d'avoir ce tournant avec Yahoo, il y a des épreuves dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu aussi une envie justement d'être un peu moins visible ? Pas du tout. Non. Et puis les épreuves de ma vie... m'ont profondément changé, mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Aujourd'hui, je peux en parler, mais pendant des années, j'ai tué tout ça. Et je pense même que même moi, je mettais un chapeau ou un couvercle sur mon cœur, sur tout ça. Moi, j'avançais, j'avais une famille, j'avais un travail, j'avais des responsabilités. Et une fois de plus, je suis pas quelqu'un qui se plaint, parce qu'il y a bien pire que moi, et vous le savez. Donc voilà, j'avançais. Il y a des disparitions dans votre vie. Je ne vais peut-être pas moi rentrer dans les détails, je vous laisserai le faire au cours de l'émission par pudeur et respect pour votre histoire.
On va vous retrouver donc sur Internet, comme je l'évoquais. Vous allez écrire des chroniques et animer des émissions pour le site Yahoo, aux côtés notamment, je crois, de Jérôme Roten et de Pascal Praud, notamment avant de devenir directeur des sports de Yahoo France. Vous deviendrez ensuite le directeur des programmes de l'information et des contenus de Yahoo France. Et pendant ce temps, vous faites 2 AVC. Est-ce que vous allez en parler ou est-ce que ça aussi, vous allez le taire ? Alors, j'ai fait mes 2 premiers AVC 1 mois avant de commencer chez Yahoo. Donc, j'avais très peur parce que j'étais physiquement très abattu, moralement, mais physiquement aussi. J'étais très diminué. Et la deuxième, c'était 3 ans après. Et évidemment, je n'ai jamais rien dit, ni à mes entretiens d'embauche, ni à la médecine du travail, ni à personne, ni à mes équipes. Et mes équipes l'ont découvert il y a quelques semaines. Certaines personnes dont je suis très proche m'ont dit « Je comprends mieux pourquoi il y a cette empathie, pourquoi on a tant travaillé, développé des formats avec toi sur la santé mentale, sur la santé, sur l'écoute, sur tout ça. » En fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la vie est ce qu'elle est. Bon, on a tous nos chemins joyeux et moins joyeux. Une fois de plus, on a tous des problèmes et on a tous des satisfactions. Mais face à la maladie, d'abord, on est dépourvu, ça vous tombe dessus. Moi, ça m'est tombé dessus, j'avais 44 ans. Je me trouvais très jeune, très sportif. J'ai pas compris, évidemment. Mais surtout, vous avez le sentiment que la vie vous met un pied dans la tombe et que la société vous pousse le second. Ça veut dire que j'ai eu peur jusqu'à il y a 2 mois où je me suis dit on y va, on va tout dire. J'avais peur de perdre mon travail. Si je perdais mon travail, de ne pas en trouver un autre parce que on va pas embaucher un gars qui a eu 6 AVC. On a peur que les assurances vous tombent dessus. On a peur de plus pouvoir emprunter. Et donc la société, je pense, c'est la première fois que j'en parle, mais ça fait longtemps que j'y pense. À un moment, je pensais même écrire un bouquin là-dessus, qui était de dire on choisit pas d'être malade. Moi, j'ai eu, entre guillemets, et je précise bien entre guillemets, la chance d'être malade et que ça ne se voit pas, et donc de ne pas vouloir en parler par peur. Parce que je sais que la société vous tourne le dos. Alors oui, évidemment, j'avais pas envie d'un regard avec un peu de pitié ou de compassion. J'aimais pas ça, cette idée-là. Mais c'est surtout, j'avais peur que tout devienne compliqué, quoi. Ouais. Il y a les AVC, il y a une autre maladie. Vous la prenez comment ? Et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Une autre maladie ? Oui. Est-ce qu'il y a le syndrome des anti... Alors là, c'est vous qui l'aimez. Ouais, je vais le dire. Non, c'est le syndrome des antiphospholipides. Ouais. Qui fait que j'ai eu des AVC. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? C'est très simple, c'est le fait que j'autocoagule. Donc à tout moment, je peux avoir un caillot. Alors ça peut être dans le cerveau, comme ça m'est arrivé plein de fois. Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le pied, comme ça m'est arrivé une fois. Ça fait une phlébite et on a failli m'amputer du pied. Voilà, alors après, comme c'est quelque chose de très rare, c'est très compliqué à trouver. Et après ma première vague d'AVC, on m'a laissé dans la nature sans savoir ni comprendre en disant vous n'avez pas eu de chance. Puis quand ça vous retombe dessus, là vous commencez à vous dire waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Finalement c'est peut-être pas un problème de malchance. Et puis je suis resté 4 semaines à la Pitié-Salpêtrière et le professeur Amoura qui me suivait, au bout de 4 semaines, un jour est rentré avec un sourire dans la chambre, avec un air un peu victorieux et plein de gentillesse en me disant on a trouvé. Et ce jour-là je me suis dit ok, et si on a trouvé, est-ce que je vais être débarrassé, pardon d'être vulgaire, mais de cette merde et que je vais pouvoir revivre normalement sans avoir peur, comme ça a été le cas pendant de très longues années, de me réveiller la nuit et de me toucher pour voir si j'avais encore la sensibilité de mes bras, de mes mains, si je clignote mes yeux, est-ce que les yeux clignotent bien, et ainsi de suite, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Alexandre Delperrier, le fait d'identifier justement peut-être la cause, il y a un médicament, il y a une recette. Est-ce que cette santé, elle est toujours fragile ou est-ce qu'elle ne l'est plus ? J'ai envie de croire qu'elle ne l'est plus. Ouais. L'avenir nous le dira, mais j'ai envie de croire qu'elle ne l'est plus. Et depuis qu'on a trouvé ce syndrome des antiphospholipides et que je suis sous anticoagulant, alors certes très 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 fort, j'ai plus jamais eu de problème. Bon, par contre, il ne faut pas que vous me mettiez la porte dans la tête ou que quelqu'un me file un coup de poing, parce que là, ce sera plus compliqué.
Alexandre, est-ce que le fait de savoir tout ça aujourd'hui et d'avoir le passé que vous avez avec des drames fait que on a plus que jamais envie d'être soi-même et de faire ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin d'être, et plus, je vais finir ma phrase, de faire un métier qui quelque part nous demande d'avoir ce fameux masque? Moi, j'ai surtout envie de vivre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment que dans la vie, j'ai toujours eu plus faim que les autres. Quand je dis faim, c'est pas parce que j'étais dans le besoin ou en manque, hein, mais j'ai faim de découvrir, j'ai faim de réussite, j'ai faim d'amour, j'ai faim d'émotion, j'ai faim de joie, j'ai faim de tout ça. C'est vraiment ça qui me guide. Après, je ne sais toujours pas et je n'ai toujours pas compris comment la peinture m'est tombée dessus. Ouais. Donc je ne peux pas affirmer aujourd'hui, moi, Arnaud Dumas, avec un T, qui est mon nom d'artiste, c'est arrivé. Je pense qu'effectivement, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi les joies de ma vie qui ont fait que c'est devenu comme ça. C'est très difficile, hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui essaie de comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. En revanche, j'écoute mes émotions. Depuis 6 ans, vous vous êtes reconverti dans l'art. Ce que je trouve formidable dans votre histoire, c'est comment vous avez été appelé à la peinture. Parce qu'au départ, a priori, vous n'y connaissez rien. J'y connais rien. Ma famille n'a jamais acheté d'œuvres d'art. On m'a jamais amené dans un musée. C'est pas un reproche, hein, c'est comme ça. On m'a fait faire plein d'autres choses géniales. Donc l'art, pour moi, c'était quelque chose qui était réservé aux élites. Mais vraiment. Donc je pensais que je ne peut-être le comprendrais pas. Et comme moi, vous allez dire que je me répète, mais j'ai très 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 faim. Dans tout ce que je fais, j'ai envie d'être le meilleur de ce que je peux être moi. Alors, ça ne veut pas dire le meilleur de tout le monde, hein. Et l'art me paraissait quelque chose d'inatteignable et très éloigné de mon univers. Et pour moi, effectivement, il fallait étudier, il fallait savoir, il fallait comprendre, et puis je l'ai découvert autrement. Comment ça a commencé ? Une rencontre, une interview. Quand j'étais chez Yahoo, j'ai voulu créer un format sur la diversité. Et j'ai cherché un incarnant pendant de longs mois. J'ai rencontré beaucoup de journalistes et puis en fait je me suis rendu compte qu'il fallait pas que ce soit un journaliste parce que moi étant journaliste et tous les journalistes que je côtoyais ou à qui j'avais sollicité pour voir si ça pouvait les intéresser, déjà tous disaient oui, mais je sentais que leur gène journalistique faisait qu'ils iraient gratter un peu trop loin et c'est pas ce que j'avais envie de donner à ce format. Je voulais que ce format soit un format inspirant, où toutes les personnes issues de toutes les diversités possibles, de couleur de peau, de religion, puissent venir s'exprimer face à quelqu'un qui serait là avec de l'écoute, avec de l'empathie, et qui n'ait pas des réflexes journalistiques. Parce que moi, je sais que journalistiquement, si vous m'ouvrez une porte, je vais mettre le pied dans la porte pour aller chercher le deuxième, le troisième, le quatrième, et on est quand même sur des sujets extrêmement sensibles, vous le savez bien, et je voulais pas de cette tonalité-là. Je voulais vraiment que ce soit un moment de partage, inspirant et après beaucoup de conversations, de rendez-vous, on m'a présenté Manu Katché, le batteur, et Manu m'a répondu assez rapidement oui, et j'ai compris qu'avec Manu j'aurais quelqu'un de mature, pas revanchard, expérimenté, riche, et que ce serait quelque chose de formidable. Et il m'a dit, par contre, pour la première, j'aimerais que ce soit un ami à moi. Et voilà, je pense à un peintre. Et là, alors moi, la peinture, une fois de plus, pour moi, c'était les élites. Moi, je dirigeais Yahoo France, je créais des formats avec mes équipes. Et je me disais, l'art sur Yahoo, c'est pas notre audience, c'est pas notre cible. Et en tant que patron, je disais, on va pas faire d'audience, ça va pas aller, quoi. Et moi, je croyais énormément en ce format. Et il me dit, écoute, va le rencontrer, c'est un artiste peintre, il s'appelle Omen Nguyen, c'est formidable ce qu'il fait, son parcours de vie est dingue. Et je me suis retrouvé dans les ateliers d'Omen Nguyen, porte de Saint-Ouen, et je devais rester une demi-heure. Je suis resté près de 3 heures. J'ai découvert un homme passionnant, un parcours fou, et un génie de la peinture, un génie du dessin. Pour moi, c'est devenu mon mentor et mon ami, Omen Nguyen. Et j'ai senti à ce moment-là, chez lui, sans me dire que j'allais peindre, comme une éventration. Quelque chose d'extrêmement intime et d'extrêmement profond. Une sensation que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connue, que je retrouve tous les jours aujourd'hui, quotidiennement, quand je peins.
Mais c'était quelque chose de très... je cherche le mot, et là, il y a marqué radio-J, peut-être radioactif, quoi. Quelque chose qui vraiment, qui en vous, qui me bouleverse, quoi. Et je voyais des œuvres de Home partout, certaines finies, d'autres non, et puis dessinées en même temps, et j'ai trouvé ça assez bouleversant. Et je suis ressorti de ce rendez-vous, j'ai appelé Manu Katché, je lui ai dit on va le faire, hein. Il est génial ton pote. Et j'ai senti que j'avais besoin, très égoïstement, de revenir très vite dans l'atelier Domaine Guyenne. Est-ce que ce sentiment, la façon dont vous le définissez, c'est comme un coup de foudre? Un coup de foudre pour une personne, vous voulez dire? Oui, qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Vous l'avez reçu dans votre corps différemment? Non, c'est pas ça, parce qu'un coup de foudre, on a envie de... On comprend. Ouais. On comprend qu'on est touché, que cette personne vous plaît ou quelque chose comme ça. Là, c'est beaucoup plus confus, quoi. Ça m'a retourné les tripes, quoi. Et alors, je sais pas si c'est le petit garçon, je sais pas si c'est le gars malade, je sais pas si c'est le suicide de mon père, je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. Est-ce que vous vous dites on vient me chercher? Non, une fois de plus, je réfléchis pas comme ça. En revanche, je m'écoute. Et une semaine après... Voilà, une semaine après, donc j'appelle Manu Katché, je lui dis on revient. Une semaine après, on tourne dans les ateliers de Home. Et en sortant, alors la journée va être extraordinaire pour moi parce que je pensais que plus jamais je reviendrais dans cet univers. Mais c'était tellement fort qu'en sortant de chez lui, une fois que tout le monde est parti en Uber, en taxi, je me suis écroulé sur le trottoir et j'ai beaucoup pleuré et j'avais les jambes qui vacillaient, la tête qui tournait. Et je comprenais pas ce qui se passait, mais c'était puissant. Et quand je dis puissant, il y avait un peu de mélancolie, un peu de tristesse, mais il y avait autre chose. Il y avait une force. Il y avait... Ouais, je trouve pas le mot. Je l'ai jamais trouvé le mot. En tout cas, la façon dont vous en parlez, Alexandre, c'est bouleversant et j'ai du mal, moi, à l'imaginer, mais en tout cas, on ne peut que le ressentir, la façon dont vous le racontez. On va raconter la suite, justement, dans un instant sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Alexandre Delperrier pour son art et ses peintures sous le nom d'Arnaud Dumas. On en parle dans un instant, avec un T, évidemment. Et tout de suite, il rappelle les titres sur Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth assure que le cessez-le-feu avec l'Iran est toujours en vigueur et que les États-Unis ne cherchent pas un affrontement direct. Ces déclarations interviennent après des attaques de missiles et de drones iraniens visant les Émirats arabes unis et Oman. Les États-Unis disent travailler pour sécuriser la navigation dans la région et affirment ne pas avoir besoin d'entrer en territoire iranien pour agir. Pete Hegseth a aussi rejeté l'idée que les États-Unis soient influencés par Israël. Emmanuel Macron s'entretiendra aujourd'hui avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Plus tôt dans la journée, le président français a fermement condamné les récentes frappes attribuées à l'Iran contre les Émirats arabes unis, les qualifiant d'inacceptables. Les Émirats arabes unis qui ont réduit le trafic aérien après les attaques de missiles de drones iraniens. Les Émirats auraient intercepté plusieurs projectiles. Les mesures de sécurité ont été renforcées. L'espace aérien est donc partiellement restreint jusqu'au 11 mai. Certaines routes de vol sont suspendues. Des avions ont été détournés vers Oman ou l'Arabie saoudite. L'Espagne demande la libération immédiate d'un militant espagnol détenu en Israël. Il s'agit de Saïf Abou Keshek. Il a participé à une flottille d'aide humanitaire vers Gaza. Ses détentions ont été prolongées par un tribunal israélien. Il devrait rester en prison au moins jusqu'à dimanche. Le consulat espagnol à Tel Aviv lui rend visite régulièrement et reste en contact avec sa famille. Enfin, la FIFA invite la Fédération iranienne de football à une réunion en Suisse pour discuter de la participation de l'Iran à la prochaine Coupe du Monde. La réunion doit avoir lieu avant le 20 mai. Toutefois, certains pays hôtes ont des positions hostiles envers des responsables iraniens. En cause, la guerre actuelle au Moyen-Orient. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Alexandre Delperrier et mes chroniqueurs sur Radio J.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être en notre compagnie jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Alexandre Delperrier, venu nous voir pour son art sous le nom d'Arnaud Dumas avec un T. J'ai compris que c'était important pour vous. On va bien sûr poursuivre et parler encore de l'évolution, de comment l'art est devenu une forme d'évidence pour vous dans la foulée de ce que vous allez vivre lors de cette exposition, en tout cas chez ce peintre plutôt. Vous allez acheter de la peinture, vous allez acheter des toiles, et vous n'allez pas toucher à cette pièce où vous allez placer ces éléments pendant un petit moment. Une fois de plus, pour moi, l'art, la création, la peinture, c'était réservé aux élites. Je n'en faisais pas partie. Je n'avais jamais lu sur l'art, j'avais jamais visité de musée, je connaissais pas de peintre ni d'artiste. En revanche, je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu être autant bouleversé dans l'atelier de Home. Donc en fait, j'ai voulu créer un univers d'atelier chez moi. Et donc je me suis jamais dit que j'allais peindre. Et puis au bout de 6 mois, j'ai demandé à ma famille de partir et de me laisser un peu seul pendant une semaine. Je ne m'étais toujours pas dit que j'allais peindre. Mais il fallait que je rentre dans cette pièce où j'allais si peu. Mais cette pièce existait chez moi. Un de mes fils, le plus jeune, Valentin, me disait quasiment tous les soirs à table, Papa, est-ce qu'un jour on verra tes croûtes ?» Alors, je répondais avec beaucoup d'humour et on se taquine beaucoup, mais je peins pas et je vais pas peindre, quoi. Alors il me disait, mais qu'est-ce que ça fout là-haut, ça ? Je dis, j'en sais rien, c'est comme ça. Et puis un jour, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans mon salon. J'avais une grande table, là, comme la table du studio, et j'avais acheté, alors, on me l'expliquera après, un immense châssis de 2 mètres sur 2. Et en fait, quand on commence à peindre, il paraît qu'on commence sur du petit. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait de plus grand, mais par mes connaissances. Et je me suis retrouvé face à ce grand châssis blanc, et je me suis retrouvé comme nu, parce que non seulement je m'étais jamais dit je vais peindre, mais vraiment jamais, mais donc du coup encore moins. Et si je peins, qu'est-ce que je vais peindre ? Et là, je me suis retrouvé avec tout ce que j'avais acheté chez Cultura, des spatules, des pinceaux, de toutes les couleurs. Et je me suis retrouvé, mais nu, quoi. Nu. Et là, j'ai fait appel à ma mémoire sensorielle et je me suis retrouvé comme sur le trottoir en sortant de Homène-Guyenne 6 mois avant. Et les mêmes larmes ont coulé, la même émotion que j'ai aimé et laissé sortir. Et là, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais mes bras se sont animés, j'ai saisi des objets, et puis j'ai commencé à peindre, et depuis, ça n'est que ça. Et c'est une merveille. Et vous voyez, je peignais une demi-heure avant de venir, et j'y retourne une demi-heure après. Est-ce que quand vos enfants sont rentrés la semaine suivante, il y avait une belle croûte ? Belle croûte, c'est pas à moi de le dire, mais il y avait une 15aine d'œuvres. Wow. C'est-à-dire que j'étais reparti chez Cultura, racheté plein de châssis, et c'était devenu une drogue, une passion, un besoin, un vrai besoin. Votre famille vous a cru ? Quelle réaction votre famille a eue quand ils ont vu tous ces tableaux ? Je leur ai demandé de pas trop en parler, quoi. Ils pouvaient me regarder, mais moi j'avais peur du jugement, parce que je sais en revanche une chose, alors dans la peinture je le savais pas, mais que dans la musique, vous aimez plutôt un tel ou un tel, et madame va préférer un tel ou un tel, donc je voulais pas qu'un me dise ça c'est chouette et que l'autre me dise bon ça c'est vraiment pourri papa. Comment vous, aujourd'hui, vous définiriez votre peinture, Alexandre ? Je suis incapable de la définir. Vous ne savez pas ? Non, je peux vous dire que c'est moi et que, vous voyez, ce week-end, j'avais une œuvre qui était dans mon atelier depuis 1 mois et demi et qui, comme souvent, était loin d'être finie. Donc, il y avait une base que j'adorais, mais il fallait que je franchisse le pas de l'étape d'après. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Et je trouve le résultat, me concernant, bouleversant. Et c'est cette audace, quoi. Donc c'est très difficile de dire ou de qualifier sa peinture. Pour moi, ma peinture, elle est
libre, elle est moi, elle est généreuse. Je pense que je suis l'artiste qui met le plus de peinture sur ses châssis et sur ses toiles. Mais c'est ma vie et ouais, c'est moi. C'est moi. Le plus incroyable, c'est que c'est vraiment beau, que ça marche aussi. Certains de vos tableaux sont exposés dans des galeries d'art, d'autres vendus à plusieurs milliers d'euros. Il y a des gens extrêmement connus ou puissants qui ont acquis certaines de vos œuvres et personne ne savait que c'était vous. Ouais, ça c'est assez magique. Ça c'est quelque chose. Je fais pas tout ça en attente de fierté, pas du tout. Sinon, vous l'auriez fait en votre nom déjà. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable que plusieurs fois des galeristes m'appellent à Paris ou en province en me disant tiens, il y a tel chef d'entreprise que tout le monde connaît et qui a acheté une œuvre. J'ai dit t'as bien dit que c'était pas moi, hein. Non. Même chose avec des personnes très connues. Il y a un monsieur dont je tairai le nom mais qui est très connu, que je connais, qui m'a appelé le jour où les 4 pages dans Paris Match sont sorties il y a 1 mois et demi et qui m'a dit Alexandre, tu sais que j'ai une œuvre de chez toi dans mon salon à Saint-Tropez, un grand tableau de 150 sur 150. Je dis oui, bien sûr, je sais. Et il me dit mais pourquoi tu m'as pas dit? Je dis mais je trouve ça merveilleux que tu ne saches pas que c'est moi et que mon travail t'ait touché. Point final. C'est magnifique ce que vous racontez. Ça n'est que du partage d'émotions, l'art. Moi, je couche des choses qui génèrent chez moi de l'émotion. Ça touche personne, ça touche certaines personnes, ça n'en touche pas d'autres. Mais de toute façon, c'est les goûts, les couleurs. Donc vous savez, c'est très... Et c'est quelque chose que j'ai très vite appris sur ma première exposition, qui est que le premier monsieur qui est rentré, alors j'avais peur, c'est la première fois que j'exposais, j'avais très très peur. Je me disais, c'est quoi le regard du public? Est-ce que mon travail mérite d'être montré? Et puis ce monsieur est passé devant... une œuvre, l'a à peine regardée, une deuxième, l'a à peine regardée. Là, je me suis dit, voilà, dans quoi je me suis lancé. Franchement, t'es idiot, t'es stupide. Et une troisième, il s'est arrêté à la 4e, il a demandé à me voir, on a discuté, puis il a acheté l'œuvre. Et là, en fait, j'ai compris que l'art, c'était ça. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan vu de haut, si vous le voulez bien. C'est la seconde fois que vous réussissez à vous faire reconnaître dans le milieu que vous avez choisi. Comment vous vivez ça et est-ce que le petit... l'enfant qui est en vous est quand même fier? Alors, le petit garçon est toujours en moi. Ça, je peux vous le confirmer. Et ce petit garçon me nourrit tous les jours. Ouais. Et... Prenez un petit verre d'eau, on va respirer ensemble. Je l'aime de plus en plus, ce petit garçon. Je ne sais pas jusqu'où j'irai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je vais continuer de faire. Et aujourd'hui, je n'ai aucune fierté vis-à-vis de ça. C'est du partage d'émotions, c'est tout, quoi. Ouais. Vous avez dit l'art s'est ainsi imposé à moi, l'art m'a réveillé, l'art m'a éveillé comme un besoin vital de créer. Chez certains, la peinture salit, chez moi elle nettoie. C'est bouleversant, Alexandre Delperrier. J'ai alors fait le choix de la transparence et de l'humilité. Peindre. Vous êtes la preuve qu'on peut aussi se réinventer à tout moment de sa vie. Pour moi, vous êtes une grande preuve d'humilité. Vous êtes très bouleversant, Alexandre Delperrier, vraiment, déjà parce que je vous regarde et c'est très émouvant. Mais parce qu'aussi, vous êtes la preuve qu'on peut reconstruire sa vie à tout moment, même quand on pense que le château de cartes est en train de s'écrouler, il peut se reconstruire. S'adapter, c'est la vie. Toujours s'adapter à tout, à votre famille, à votre travail, au monde qui nous entoure. Et voilà. Après, moi, je fais pas tout ça pour... je me vois pas comme quelqu'un pour dire faites ceci, faites cela. C'est pas du tout... Je suis pas du tout là-dedans. Moi, en fait, toute cette promotion autour d'Arnaud Dumas avec un T et de ma peinture, c'est parce que j'ai envie que beaucoup de gens voient mon travail. En me disant, j'espère que je toucherai beaucoup de gens. Quand je dis toucher, c'est émotionnellement. Tout le reste m'importe peu. Merci beaucoup. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'exposer dans le monde entier, de peindre sur chaque continent, d'exposer partout et de partager ça avec des gens. Vous voyez, j'ai fait ma première grande foire d'art internationale il y a 1 mois et demi et j'ai vécu 4 jours extraordinaires, quoi. Où est-ce qu'on peut observer et admirer vos œuvres aujourd'hui ? Alors, sur Insta, sur mon site, les Galeries Lagrange, les Galeries Saint-Martin, le Musée de la Mer et de la Marine, et plein de très 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 belles choses qui arrivent.
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, évidemment. On reste très alerte sur vos réseaux sociaux pour voir l'évolution. Tout de suite, vous restez avec nous parce qu'on vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexandre Delperrier et bonjour à toutes et à tous. Cher Alexandre, Cyrielle l'a dit, la création artistique, le désir de peindre vous est apparu comme une énergie vitale indispensable après un long parcours, comme un nouveau désir de vie, chaque fois renouvelé par la surprise et l'émerveillement. Eh bien, pour ma chronique théâtre, j'avais très envie de partager avec vous le spectacle d'une formidable comédienne et autrice qui s'appelle Kelly Rivière, qui raconte dans sa dernière création, qui s'appelle La vie rêvée, comment l'expression artistique, l'imagination, le jeu permettent de sauver sa peau, d'exister autrement malgré tout ce que peuvent en dire les autres. Comment ne jamais renoncer ? Comment donner corps à ses rêves ? Kelly Rivière, dans un one-man show étourdissant, va passer par tous les âges de la vie et une quinzaine de personnages pour prouver que si l'on se perd souvent, il ne faut jamais renoncer à prendre les chemins de traverse. C'est un spectacle qui fait aussi appel à sa grand-mère comme un écho bienveillant d'une vie qu'elle se construit. Alors, au départ, c'est important de dire que la comédienne voulait devenir danseuse classique. Exactement, comme souvent les petites filles. Et elle voulait même devenir danseuse étoile. D'ailleurs, son spectacle commence sur un plateau recouvert de fleurs où la comédienne tournoie un tutu de tulle blanc ceinturé sur son pantalon noir en faisant un salut triomphal devant son public. Pourtant, à l'âge de 13 ans, le coup près tombe. Elle est trop trapue, trop musclée, pas assez longiligne pour devenir danseuse classique. Elle s'effondre, mais sa grand-mère descend du ciel pour s'asseoir à ses côtés, émerveillée de voir sa petite fille danser ainsi. Elle lui dit « Tu peux être fière de toi », lui lance-t-elle. Trop trapue pour être danseuse, elle sera donc comédienne, pour pouvoir embrasser le monde entier, se glisser dans tous les personnages, réparer le monde. Parfois dans la vie, dit-elle, on croit se tromper, mais le chemin de traverse est celui qu'il faut prendre. La vie lui a-t-elle donné raison ? Je peux vous interrompre ? Bien sûr. Quand vous dites sa grand-mère redescend du ciel, c'est matérialisé comment ça ? Sur scène. Okay. Mais elle descend, comment ça se passe ? Elle descend sur... sa grand-mère descend sur scène et c'est Kelly Rivière, donc la comédienne, qui l'interprète. D'accord. Puisqu'elle interprète tous les personnages, sa mère, sa grand-mère, etc. C'est beau ce message. Est-ce que la vie lui a donné raison alors ? Oui, Cyrielle, tout le spectacle de Kelly Rivière, qui se donne sur scène à 45 ans, comme une diablesse rugissante, raconte cette ténacité, cette ardeur incroyable à tenir bon contre vents et marées. Sa mère, c'est une Anglaise cinglante qui la compare de manière impitoyable à Laurence Olivier en lui conseillant de s'occuper de son enfant. Sa directrice de casting lui adresse des propos blessants qui vont carrément l'enflammer en lui faisant obtenir un rôle. Sa belle-mère, tout simplement, la compare à Catherine Fro, une actrice, entre guillemets, pas très jolie, mais qui a réussi sur le tard. L'intermittente du spectacle court après les cachets, se produit dans un château grâce à une bonne fée, entrepreneuse de spectacle. Et puis, il y a Max, l'ami fidèle, fauché par un cancer à 30 ans, et Pépé, le machinot à la retraite, qui propulse Kelly dans le music-hall des années 50. Et il y a aussi des stars dans le spectacle. Des stars, il y en a. Elle est Marilyn Monroe qui chante à l'anniversaire de John Kennedy, ou Marlène Dietrich se produisant sur scène pour les GIs américains pour soutenir l'effort de guerre contre les nazis. Avec un boa, des plumes, chantant au piano ou faisant le clown, la comédienne est tout-terrain, danseuse, acrobate. Elle se fait le peintre de la vie sous toutes ses formes. Et ce qu'elle transmet à nous tous de manière généreuse, avec beaucoup d'humour, c'est justement cette vitalité, cette rage de créer, de vaincre tous les obstacles de la rationalité. Qu'est-ce que signifie réussir sa vie ? Comment continuer à croire en soi tout en gardant ses rêves ? Et si justement créer, inventer, jouer, composer ou peindre permettait justement de rester en vie, de répondre au chaos du monde ? C'est un spectacle drôle, poignant, sincère, qui pose toutes ces questions avec le jaillissement sonore d'un grand cri artistique. C'est ce que vous écrivez, Hélène Kuttner. Rêver sa vie, c'est au théâtre La Bruyère jusqu'au 27 juin. Il faut courir y aller, ça nous a donné très envie. Avec plaisir. Merci Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexandre Delperrier. Vous avez vécu une reconversion. Et alors, chez moi, c'est presque une tradition familiale. On transmet aucun héritage, mais plutôt des changements de vie. Par exemple, j'ai 22 ans, je suis déjà en première reconversion identitaire. Je vous expliquais tout à l'heure, j'ai changé de nom quand j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux.
Donc mon vrai nom, c'est pas Ephraimi, c'est Ilouz. Je me suis dit, je vais prendre un nom un peu moins marqué. Énorme changement identitaire. En termes de discrétion, passer de Ilouz à Ephraimi, c'est comme quitter la synagogue pour aller au country club. Tu changes d'ambiance, mais pas forcément de public. Et j'aime bien l'idée du double nom. Alexandre Delperrier devient Arnaud Dumas. Avec un T. Avec un T. C'est ce qui est écrit. Vous pouvez vérifier. Comme si notre prénom public n'était qu'une bande-annonce et que notre vrai personnage arrivait plus tard. Et alors, deuxième changement dans ma famille, c'est que mon père, lui aussi, a vécu une grosse reconversion, une métamorphose spectaculaire. Avant, c'était l'avocat d'affaires classique. Golf, le dimanche, Range Rover, chemise parfaitement repassée, un homme qui aurait pu être une brochure fiscale. Et puis un jour, virage total, reconversion dans la religion juive, élevage de moutons et de poules en Bretagne, et en plus, il est quand même toujours avocat. Il a quitté LinkedIn pour l'Ancien Testament. Et donc finalement, c'est pas vraiment une reconversion puisqu'il exerce toujours. Donc je pense qu'en fait, là, en Bretagne, il est en train de préparer une arche sans prévenir personne. Et c'est ça qui me touche, c'est que vous dites aussi qu'avant, l'art ne vous parlait pas. Et alors je comprends tout à fait puisque les musées, les œuvres, personnellement, m'ont jamais provoqué un immense choc émotionnel. Mais j'ai quand même un rapport étrange parce que chez moi, à Neuilly, famille classique bourgeoise, on m'a éduqué dedans. J'avais 4 ans, mon père m'emmenait déjà chez Christie's. À 4 ans, les autres enfants apprennent à reconnaître des dinosaures. Moi, je ne savais pas lire, j'avais un avis pourtant très précis sur les masques africains. Mais ce que vous racontez aussi m'a fait comprendre une chose, c'est que l'art ne sert peut-être pas à comprendre, mais à voir autrement. Une œuvre, au fond, ce n'est pas un objet, c'est une fenêtre. Ce n'est pas voici un tableau, c'est voici comment quelqu'un regarde le monde. Et c'est ça qui devient bouleversant, c'est qu'on ne regarde pas une peinture pour vérifier qu'on a compris. On regarde une peinture pour emprunter quelques secondes les yeux d'un autre. Et donc vous avez trouvé un langage sans mots. Et c'est ça qui est beau dans les reconversions. Elles ne servent pas forcément à changer de métier. Elles servent parfois à retrouver une partie de soi qu'on avait laissée en veille. Et je pense qu'on vit dans une époque où tout le monde cherche ça. Pas forcément une réussite, mais une deuxième version. Une vie qui ressemble davantage à ce qu'on ressent qu'à ce qu'on avait prévu. Donc, notre génération est une génération de reconversion permanente parce qu'on ne veut pas réussir sa vie, mais on veut réussir à se reconnaître dedans. Merci beaucoup, Ariel Ephraimi. Alors, vous nous avez caché un petit quelque chose, cher Ariel, et je tiens à le dire parce que j'ai guetté vos réseaux sociaux. Vous allez être sur scène. Ouais, avec un premier stand-up le 21, jeudi 21 mai. C'est spécialement utile puisque tout est complet. Donc, mais non, je suis très frustrée du coup, c'est à 21h jeudi 21 mai. Je fais pas la promo mais je vais quand même le dire. Ce sera à Boulevard Richard Lenoir et on espère en tout cas venir vous applaudir. Il n'y a même pas une petite place pour nous? Je suis très frustrée. Allez, merci beaucoup Ariel Ephraimi. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Alexandre, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc c'est dans le regard aujourd'hui de Véronique Zana, notre psychanalyste aujourd'hui. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Alexandre. Bonjour. Dumas avec un T. Et ça, on l'a bien entendu. Alors, Alexandre Delperrier ou Arnaud Dumas, mais pas Alexandre Dumas. Et voilà comment c'est à mon tour de faire une gaffe. Mais en tout cas, le Dumas, je l'ai bien entendu, et j'ai une vision avec ce nom d'un galion qui s'élance toute voile dehors, affamé de désir pour aller découvrir énormément de choses. Et ça, on a bien entendu chez vous comment le désir ne vous a jamais quitté et même s'est mis en place. Alors, beaucoup de mélancolie, beaucoup de boucles de recherche et d'importance du lieu, des racines, mais toujours dans cette joie, dans cette curiosité. Alors, ça n'a pas toujours été simple, hein. Vous avez dit trimballer, mais finalement, là encore du mouvement, à droite, à gauche. Nous y voilà. Des moments difficiles avec, à la campagne, c'est chouette, mais un peu retranché. Donc, le recul, l'observation. Un mouvement finalement qui était beaucoup plus de l'intérieur. Et on l'a vu quelque part beaucoup plus tard, le moment où ça explose, une poussée vers l'art qui vient du ventre, éventration, quel terme magnifique pour quelque chose d'une pulsion des émotions qu'on ne peut jamais arrêter et qui vient vous emmener vers l'extérieur. Alors, on entend bien chez vous comment, malgré les histoires du corps, alors, ce corps, sur le moment,
ça va, et puis quelque chose vient vous bouleverser, et puis là encore, ce corps, on l'a bien entendu, mais on va faire en sorte qu'il ne se fasse pas entendre, hein. C'est aussi une façon de se faufiler dans les règles de cette société. Et curieusement, des choses qui ne disparaissent pas. Le sport, avec sa performance, c'est quelque chose que vous ne lâchez pas, puisque même dans l'art, dans ce que vous touchez, vous avez envie d'être le plus loin possible, le meilleur, vous l'avez dit, pour ne pas lâcher quelque chose qui n'aurait pas été peut-être exploré jusqu'à la dernière miette. Le meilleur de moi, hein, attention, pas le meilleur des artistes. J'aurais pas cette... Bien sûr. Mais c'est vrai que je m'impose une discipline de sportif de haut niveau dans... J'ai toujours fait ça toute ma vie et aujourd'hui c'est la première fois de ma vie que j'ai plus de patron, plus de planning, plus d'agenda, mais j'ai une discipline de fer et tous les matins à 9h je suis dans mon atelier toute la journée. Mais c'est intéressant, discipline, parce que ça peut s'entendre dans ce qu'on s'impose comme ce sport de haut niveau, mais ça peut s'entendre aussi dans quelque chose, une matière à explorer. Hein, et un besoin de créer. Et voilà, et c'est aussi ce que vous faites. Alors, comment traverser cette peur ? Comment à un moment venir s'autoriser à y aller ? Il faut que ça échappe. Et c'est cette rencontre avec l'art, ce côté coup de poing qui est venu vous éventrer et venir finalement vous entraîner. Mais j'ai presque envie de dire sur une étrangeté familière. Parce que quelque part, c'est venu vous parler. Et ce truc qui fait qu'après, on s'assoit par terre, qu'on en pleure et que ça vient dire que tout est là. Voilà la boucle qui se remet en place sur l'enfance. Et la peinture, c'est aussi un média qu'on a pu tripoter au moment de l'enfance. Et je me disais d'ailleurs, au début vous êtes arrivé avec Scorpion, ascendant Scorpion, j'ai tiens Scorpion au carré, allez, quelque chose de la terre, parce que c'est aussi ça, et vous avez parlé de la nature. Donc ce qui est matière, ce qui vient des mains, c'est quand même quelque chose là aussi qui revient dans votre histoire sous une autre façon. Et pourtant je suis pas manuel, je suis pas bricoleur, je sais pas dessiner. Eh oui. Je partais de loin. Voilà. D'ailleurs, je dessine toujours pas. Hein. Exactement, mais partir de loin pour aller on ne sait où, sans terminaison, voilà quelque chose de très important dans son infini, dans sa découverte, dans cette manière. Alors aujourd'hui, on parle de se réinventer. C'est pas vraiment se réinventer, mais en tout cas, c'est de découvrir des pans de soi qu'on avait peut-être un petit peu oubliés. Un prolongement de soi. Et si je peux me permettre, pardon de vous interrompre, il y a une chose que je n'ai jamais mentionnée et à laquelle je pensais en vous écoutant, c'est que je dis pas qu'il y a des artistes où il y a des champs d'expression qui sont plus faciles ou plus difficiles que d'autres, mais sur une peinture où chez moi il y a beaucoup de couches, beaucoup de strates de peinture, beaucoup de temps incompressible de séchage, j'aime sans aucune pression, j'aime la prise de risque et un peu la peur de tout foutre en l'air, parce que quand vous avez une toile toute blanche et que vous allez rajouter du noir et du jaune, peut-être qu'il fallait pas mettre du jaune, et il y a des moments où on sent que c'est plus fort que vous, que ça vient de l'intérieur, une fois de plus de cette éventration, que vous êtes tout corps dehors et qu'il faut y aller et que vous y allez. Voilà, tout corps tout dehors, tout nu avez-vous dit aussi, oui. Et on voit bien que l'art c'est quelque chose qui échappe, parce que c'est pas forcément ce qu'on aura décidé de faire qui va émerger. Et c'est là où il y a ce côté merveilleux et quelque chose qui s'offre et qui se partage. Et c'est aussi ce que vous proposez, et finalement que l'acheteur ou le découvreur prend ou ne prend pas, ou vient projeter quelque chose de lui qui lui appartient. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de vous sur Radio J ? Qu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut dire hors langage. Hors langage, ça veut dire quoi ? C'est de l'interprétation ? Non, hors langage, je pense que le moment où on n'a pas les mots, où c'est l'ordre de la pulsion, où quelque chose vient se dire et ça n'a pas besoin de passer par le filtre des mots. Mais ça ne cesse pas de se dire sans pour autant être parlé. Et c'est ça que vous offrez avec les peintures. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que moi, j'ai utilisé les mots toute ma vie, à la télé, à la radio, en presse écrite, sur le digital. Et là, il y a
pas de mots. Alors, je mens quand même parce que je trouve que je prends beaucoup de plaisir à choisir des titres après. Alors évidemment, comme je sais pas où je vais, les titres ils viennent qu'après. Et c'est pas, je me dis pas, tiens, aujourd'hui je vais faire une lune bleue sur un coucher de soleil. Et Ça, non, je sais et pas d'ailleurs, faire. ces titres, je dirais qu'ils sont presque comme une signature, puisque c'est dans l'effet de l'après-coup. Donc, ça vient souligner quelque chose. Alors, bien sûr, on a pu entendre aussi ce que vous nous avez amené, que cette inquiétante étrangeté, il faut pas en avoir peur. C'est l'inconnu, c'est l'ouvert, et qui vous précipite sur quelque chose de complètement impensé. Et l'impensé, c'est délicieux. Que les racines, finalement, elles sont partout. Elles sont à la fois sur un lieu, mais un lieu qui peut être en mouvement, comme vous pouvez l'amener aussi sur cet art et les lieux que vous avez découverts avec la diversité, les formats. Ça aussi, c'est important. Et que finalement, ce qui est très important, c'est de laisser aller les fluides de la vie, que ce soit ceux de la peinture ou autre, et accueillir comme on peut le petit garçon ou la petite fille qui a tellement envie de partager ses émotions colorées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et tous les mercredis en direct sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous Alexandre Delperrier, c'est passé extrêmement vite. Ah oui. On a fait 1 heure là. On a fait 1 heure. Il est 15h57. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur l'antenne de Radio J. On vient vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Alexandre Delperrier ou Arnaud Dumas avec un T. On y tient évidemment. On viendra apprécier vos œuvres et toutes les bonnes adresses pour venir vous voir évidemment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct sur l'antenne de Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Fabien Gorjard pour C'est quoi l'amour en salle demain. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J.